Bonjour à tous, le mardi c'est rugby sur sport24.com avec Baptiste Després, journaliste de la rédaction, et Pierre Rabadan, notre consultant. Bonjour messieurs. Bonjour Sandy. Bonjour Sandy. On attaque tout de suite avec le fait marquant de ce week-end. Le 15 de France a perdu 17-9 samedi face aux Anglais à Twickenham. Pierre, est-ce que c'est une surprise cette défaite de l'équipe de France ? Une surprise, je ne crois pas. En même temps, on espérait une autre issue, mais c'est vrai que au vu du match et de ce que les Anglais ont montré, je crois que le score reflète bien la physionomie de ce match-là. Maintenant, un score qui aurait pu être plus lourd. Qui aurait pu être plus lourd, mais qui en même temps, je trouve, colle bien à la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain. Une première mi-temps de très bon niveau, je crois, très engagée. Puis après, les Anglais sont un peu passés devant pendant les 20 minutes du début de la deuxième mi-temps. Et puis ensuite, on a vu cet écart de 8 points est relativement significatif. La question qu'il y avait avant le match, c'était est-ce que d'abord on était capable d'aller faire un match sérieux et correct en Angleterre? Je crois que la réponse est oui. Est-ce qu'il y a un écart grand avec cette équipe d'Angleterre qui était en forme depuis le début, depuis un petit moment maintenant? Je crois que la réponse est non, mais pour l'instant, on est quand même derrière eux. Mais quand on écoute un peu les Français après le match, encore aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien, que la défaite est presque encourageante. On a l'impression que c'est un peu le monde des bisounours. Ouais, mais alors, parce que je pense que certains aussi les attendaient au tournant, quoi. C'est-à-dire que vu ce qui s'est passé contre l'Australie, même s'ils avaient 2 victoires, d'abord aller gagner en Angleterre, c'est jamais facile, même quand l'équipe d'Angleterre est moyenne. Et il se trouve qu'elle est très performante depuis un petit moment. Donc on s'attendait, en fait, beaucoup s'attendaient à voir si l'équipe de France allait prendre une correction ou pas, quoi. Donc la réponse est non. Je crois que le gros point à travailler encore, ce qu'on a déjà dit dans les éditions précédentes, c'est l'attaque. Je crois que de ce côté-là, il y a encore pas mal de travail, mais sur l'ensemble de la prestation, que ce soit de l'engagement ou même du collectif de l'équipe de France, je crois qu'on peut quand même être rassuré là-dessus. Et aujourd'hui, ce discours-là est imprégné. C'est toujours la base d'une équipe solide, c'est la conquête et la défense. Donc de ce côté-là, les Français sont bons, mais il reste l'attaque, effectivement. Messieurs, on va parler de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Alors à la fin du match, Marc Livron a déclaré en parlant du jeu qu'il n'avait rien compris, mais également par rapport à l'arbitrage. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de ce manque de visibilité quand on prépare une compréhension. Non, je ne sais pas exactement, il faudrait qu'il précise sa pensée, parce que ça m'étonnerait qu'il n'ait rien compris, ça doit être sur un fait de jeu particulier. Par rapport à différents choix de jeu. Mais donc peut-être qu'il y a encore un petit problème dans la manière de traduire son discours sur le terrain. Donc je crois que c'est un chantier à travailler dans les quelques mois qui restent avant la Coupe du Monde. Mais globalement, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'équipe de France est un petit peu en dessous actuellement de l'Angleterre, mais il n'y a rien d'irréversible. Et une fois que tout le monde se comprendra, je crois qu'on arrivera à retrouver une équipe performante sur la durée. Mais il y a un autre chantier à travailler, vous en parliez, c'est l'attaque. Il y a eu une seule occasion d'essai par Rougerie en deuxième mi-temps. C'est quand même assez maigre. Ouais, c'est peu. On sait que l'équipe d'Angleterre défend bien, mais on attend mieux forcément de l'équipe de France avec les qualités individuelles il y a le potentiel de ces joueurs. Moi, je pense qu'il y a le potentiel. Il y avait le retour de Josion au centre qui était très attendu, qui a peut-être joué un peu crispé aussi, malgré qu'il ait 70 sélections. On avait l'impression dans les commentaires d'avant-match qu'il jouait sa carrière internationale là-dessus. Donc pour moi, ça m'a un peu... Retour aussi peut-être de Vincent Clerc, qui a fait du bien peut-être, qui aurait pu faire du bien. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match, Vincent. Et puis voilà, après, il y avait Dimitri qui est rentré à la mêlée aussi à la place de Morgan Parra. Donc il y avait encore quand même pas mal de changements, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours s'abriter derrière ça. Oui. Il faudra prendre plus de risques en attaque, tenter peut-être plus de choses. Maintenant... Mais est-ce que d'après vous, il y a des joueurs qui ont montré leurs limites samedi? Parce que physiquement, on a vu qu'il y en a qui étaient épuisés. Ouais, mais je crois à quoi c'est... Non, je ne pense pas que ce soit une limite. Je crois que il y a deux choses importantes. D'abord, la première mi-temps a été extrêmement intense, notamment en termes de combat. Donc je pense qu'elle a laissé quelques traces. Alors après, on se compare toujours à l'adversaire. Donc est-ce qu'on était moins en forme que les Anglais? J'ai pas eu cette impression-là, mais c'est vrai qu'il y a eu des phases de jeu très longues, donc qui ont éprouvé certains organismes. La différence physique avec l'Angleterre n'est pas très importante pour moi. Elle s'est
quasiment pas vu, mais voilà, on a senti une équipe très en confiance et une équipe qui venait pour essayer de faire un résultat, mais voilà, qui voulait pas perdre de beaucoup, quoi. Donc qui a pris peut-être un peu moins de risques. Donc peut-être que cet écart est là, mais je veux dire, 8 points, un match en Angleterre dans ces conditions. Bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de ça, mais je crois qu'il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme non plus, quoi. Mais pour rester un petit peu optimiste, là, parce que là, c'est pas trop le cas, il y a des raisons quand même d'espérer, là, 6 mois du mondial. Oui, ben, moi, c'est la première raison, c'est le contenu de ce match-là. À part l'attaque, hein, l'état d'esprit aussi. Hein. On sait qu'il faudra faire mieux si on veut bien figurer et aller atteindre l'objectif d'une demi-finale ou d'une finale en Nouvelle-Zélande. Mais après ça, je vous dis, les bases de cette équipe sont solides. Et la chose qui me fait aussi espérer, c'est que les qualités individuelles des joueurs sont là. Maintenant, il faut arriver à prendre un peu plus de risques et à déstabiliser ses défenses, ce qui est difficile à faire aujourd'hui. Mais je crois que en vue de la Coupe du Monde, c'était aussi bien de se confronter à une très bonne équipe d'Angleterre, comme ce sera le cas en Nouvelle-Zélande face aux Blacks. Donc sur cet élément de comparaison, on a vu que l'équipe de France a répondu présent, et vu les traumatismes de la tournée d'automne, tout ça, ça s'évacue pas rapidement. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un pas supplémentaire, c'est une défaite certes, mais qui va quand même leur amener un peu de confiance sur les bases de la performance de cette équipe. On passe maintenant à l'interview vestiaire. Aujourd'hui, nous avons rencontré François Trinduc, demi d'ouverture du 15 de France et de Montpellier. Écoutez-le. Le joueur le plus baraqué est Fulgence Ouedraogo. Car il aime ça, la muscu, il passe beaucoup de temps en muscu, il fait beaucoup d'athlètes, et puis il a une morphologie plutôt sec, donc c'est vrai que ça ressort bien, et puis il aime bien faire des photos, donc voilà, il aime bien le montrer, donc voilà, je dirais que le joueur le plus costaud, baraqué, est Fulgence Ouedraogo. Chambreur, je pense à Sylvain Marconnet, avec son expérience, il aime bien chambrer les petits jeunes ou même les plus anciens, il a une bonne répartie, donc voilà, il est bon chambreur. Le joueur qui me fait le plus peur, c'est Sébastien Chabal. C'est vrai qu'à l'entraînement, il n'est pas marrant à plaquer, puis il a des grands bras, donc ça fait toujours un peu mal, ça pique un peu de le prendre, donc voilà, je dirais ça. Fou, je pense à Julien Mazio, quelqu'un de très spontané, très marrant aussi, et un peu foufou, mais j'aime bien ce côté. J'aime bien ce joueur aussi, donc c'est vrai que même sur un terrain, des fois, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Pierre, on le sait, François Trinduc, titulaire indiscutable à l'ouverture du 15 de France, mais on l'a vu samedi dernier encore, quand il est sorti pour blessure. Damien Traille a encore rendu des services, mais est-ce que c'est pas un problème de ne pas avoir justement deux ouvreurs à ce poste-là? Parce que Damien Traille, il est... Ouais, c'est un choix voilà, du sélectionneur. C'est vrai que bon, il y avait David Scrella, mais qui s'est blessé. Je crois que c'est une option qui est quand même importante. Mon avis, c'est qu'il faut partir avec 2 numéros 10 de métier, mais ce n'est que mon avis et ça n'engage rien. Maintenant, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair que François Trinduc est le numéro 1, mais on a vu aussi que ça a changé assez vite, parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, Marc Lévremont disait que Morgan Parra était le numéro 1 indiscutable, et c'est Dimitri qui a débuté à la mêlée. Donc cette concurrence, elle est bonne. Je crois qu'on peut être numéro 1 à un moment, mais surtout en équipe de France et en sélection, ça va très vite, quoi. Et les performances de haut niveau peuvent fluctuer aussi. Donc, par rapport à ça, peut-être qu'il faut éventuellement se prévenir de cette mauvaise mésaventure. Ouais. En tout cas, on a eu des nouvelles rassurantes de François Trinduc, touché à la rotule. Donc, c'est une simple contusion et apparemment aucun problème à signaler pour le demi d'ouverture. Le prochain match du tournoi, ce sera contre l'Italie dans 15 jours. Alors, Pierre, concrètement, à quoi va servir cette fin du tournoi destination? Est-ce qu'avec des si, la France pourrait peut-être éventuellement gagner ce tournoi? Oui, il y a cet enjeu-là, mais je crois que dans la continuité de ce qu'on a dit jusque-là, je crois qu'aujourd'hui, même si c'est contre des équipes qui seront, enfin, l'Italie qui sera peut-être un peu moins forte, enfin, qui sera moins forte que l'Angleterre, quoi qu'il arrive, même si elle joue chez elle, il faut progresser sur ce secteur de l'attaque, et je crois que ces 2 derniers matchs sont une bonne opportunité pour ça. Après, si par un concours de circonstances, il y a la possibilité de jouer la gagne du tournoi, c'est toujours bon à prendre, mais je crois que
l'objectif maintenant, encore plus qu'avant l'Angleterre, il doit être à moyen terme la Coupe du Monde et donc faire tout en œuvre pour progresser rapidement dès le match contre l'Italie parce que j'ai eu l'occasion de le voir de près, ce match Italie-Galles de ce week-end et les Italiens méritaient de gagner sincèrement et ce sera une équipe difficile à manœuvrer comme à chaque fois. Si l'équipe de France prend le match par le bon bout, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais si elle est moins efficace en attaque, si elle est un peu brouillonne, je pense que les Italiens sont très durs à jouer. Et là, sauf surprise, Marc Lévremont doit reconduire son groupe des 23. Là, si vous vous mettiez un petit peu dans la peau du sélectionneur, vous feriez la même chose ou... Il n'y a pas eu beaucoup de surprises depuis le tournoi, donc je pense que depuis le début du tournoi, donc je pense qu'il va faire la même chose. Après une défaite, c'est toujours plus facile de changer quelques joueurs s'ils n'ont pas été performants, mais voilà, je suis derrière l'équipe de France et je me dis, j'ai mon avis, mais il n'est pas important. Italie-France, ce sera samedi 12 mars à partir de 15h30 à suivre en live sur Sport 24. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Le mardi, c'est rugby sur sport24.com.